Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements. Merci pour le partage. Merci pour les commentaires. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment trois sujets. Je ne sais pas, peut-être je vais ajouter un quatrième, mais j'ai trois sujets que je vais développer. Je vais parler d'abord de la mutation de Félix-Antoine Tshisekedi. J'ai l'impression qu'il passe des modes agneau, de l'agneau à un lion. Je préfère maintenant les lions ou les léopards parce que, vous savez, il y a des fois on est l'agneau et puis il y a des moments où on devient vraiment un lion. Je ne sais pas. Ouais, non, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je ne sais pas, il y a une forme de mutation, il y a une forme de changement que j'observe dans la personne de Félix-Antoine Tshisekedi depuis un certain temps. Je ne sais pas si vous observez ces changements-là, mais si vous ne l'observez pas, alors restez là, on va voir. Et puis, je vais parler de la chance de Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, je ne parle pas de la chance parce que moi, je ne crois pas à la chance. Je crois plutôt au destin. Je crois qu'il y a des gens que Dieu a destinés pour beaucoup de choses. Et c'est Dieu qui dirige les pas des gens. Alors, c'est comme ça. Moi, je pense que Dieu est avec Tshisekedi. Mais ici, je parle de la chance de Tshisekedi, comment même la géopolitique joue en faveur de Tshisekedi. Et puis, je vais parler du fallout, ou je ne sais pas comment je peux traduire cela, de ce qui s'est passé à la Maison Blanche entre Cyril Ramaphosa et Donald J. Trump. Alors, c'est de ça que je vais parler. Alors, je vais commencer d'abord par parler de la mutation que j'observe dans la personne de président Félix-Antoine Tshisekedi depuis un certain temps. Alors, dernièrement, j'ai fait une vidéo, je les comparais vraiment parce que je voulais faire des analyses, et souvent on fait des analyses, et qu'on pouvait se tromper parce que il peut être dans la mode, par exemple, caméléon. Souvent, lui prend des décisions, sa façon de prendre les décisions, il est très lent dans la façon de prendre des décisions. Donc, alors peut-être qu'il est en train de changer de couleur, s'adapter, tout ça, pour vraiment arriver à une décision. Et là, nous, on est en train de discuter, faire des commentaires et des choses comme ça. Excusez-moi, je suis arrumé, hein, alors c'est possible que je vais de temps en temps utiliser les papiers mouchoirs, alors ne soyez pas gênés. Hein, je m'excuse de prime abord. Hein. Alors, je l'avais aussi comparé à une anguille, hein, dans la façon, dans sa diplomatie, façon de sortir des situations difficiles. Et puis, j'avais parlé aussi d'un léopard, quelqu'un qui vraiment tue, mais de façon létale et vraiment avec seulement un coup. Et puis, j'avais aussi parlé d'incarnation. Bon, aujourd'hui, personnellement, je constate que ce qui passe vraiment est en train de passer de peut-être d'un agneau à un lion. Je ne sais pas. Vous allez me le dire peut-être dans les commentaires. On va voir ce que ça va donner. Vous savez, mon observation commence à partir d'un certain temps quand Tshisekedi a commencé, ou Félix-Antoine a commencé à parler de changer la constitution. Alors, il y avait beaucoup de discussions à ce sujet. C'est à cette époque-là qu'il y avait même des états généraux de la justice. Scholl est passé là-bas pour parler. Alors, je me souviens la dernière fois que le président Félix-Antoine Tshisekedi a parlé de la Constitution, c'était à Lubumbashi. Il était en tournoi à Lubumbashi et il a dit « Personne ne m'empêchera de changer la Constitution ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je pense que c'était à Lubumbashi. Personne ne m'arrêtera de changer la Constitution. Alors, quand il a dit cela, il y a Mouteba qui est sorti. Comment il s'appelle? Monseigneur Mouteba, ou je ne sais pas, il est archevêque même. Hein? Il est sorti pour critiquer cela. On va tout faire pour que cela ne se passe pas. Il y a M. Mbongo qui en a parlé. Il y a Scholl qui a parlé. Il y a aussi Fayoul qui avait parlé comme quoi on ne va pas changer la constitution. Kabila a parlé
aussi. On ne va pas changer la Constitution. Donc, il y avait beaucoup de gens qui ont parlé pour dire on ne va pas changer la Constitution. Mon observation est que depuis cette déclaration-là de Félix-Antoine Tshisekedi à Lubumbashi, la guerre a été vraiment intensifiée. La guerre était très intense. C'est à partir de ce moment que la guerre a commencé à prendre une très forte intensité. Jusqu'à la chute de Goma et jusqu'à la chute de Bukavu. À mon sens, il y avait à ce moment-là, c'est comme s'il y avait la coalition maintenant de, comment ça s'appelle? Je pense qu'il y avait la coalition maintenant de Cardinal Ambongo, Monseigneur Mouteba, Joseph Kabila, Katumbi, Fayulu et même Kamere, Sama et Bahati, parce que ces gens-là, moi je les appelle des équilibristes. Kamere, Sama et Bahati sont des équilibristes. Ce sont des gens, je ne sais pas comment on peut, ce sont des chauves-souris. Ils ne sont ni animaux, ni oiseaux. Donc, ils dansent sur vraiment des deux côtés. Alors, je pense que ces gens-là se sont coalisés ou se sont concertés pour dire il faut faire tout pour empêcher que la Constitution soit changée. Alors, pour faire cela, il y a peut-être la France, ils se sont arrangés avec ils ont essayé de tuer Tshisekedi par des coups d'État. Vous avez vu, il y avait beaucoup de mouvements à cette époque. Comment ce type-là? Les Malanga, ou je ne sais pas si c'est Malanga, ou après, je pensais qu'il y avait même ces histoires-là de EAC, et EAC avec Kagame, Ruto, Museveni, il y avait Sassou Nguesso. J'insiste, Sassou Nguesso n'est pas quelqu'un de... C'est pas parce qu'il est congolais, c'est pas quelqu'un de nôtre. C'est quelqu'un qui est contre Tshisekedi. Et qui a toujours fait, qui a toujours comploté pour contre Tshisekedi. C'est lui, c'est comme la Bible dit, ça c'est le psaume 35, qui dit vous préparez un trou pour moi et vous allez vous tomber vous-même dans votre propre trou. Qui sait si ce n'est pas Sassou qui va tomber dans son propre trou. Alors tous ces gens-là étaient en train de préparer de tuer Tshisekedi, faire tomber Goma Bukavu et surtout contraindre Félix-Antoine Tshisekedi à négocier. Alors, c'est dans ce contexte-là que l'initiative Senko-ECC est née. Je ne sais pas qui en est le père, parce que Fayulu dit que l'initiative vient de lui. Les gens de Senko disent que c'est leur initiative, peu importe. Mais à cette période-là, cette initiative est née. Alors, il y avait une tournée mondiale pour chercher la légitimité, la légalité et tout ça, avec le seul but de saper les efforts du président de la République au niveau international. Alors, comme Dieu veut aider Tshisekedi, Fulgence Muteba lui-même est venu nous dire que le Rwanda les a financés et les a financés et même notre gouvernement ne nous reçoit pas, ne nous aide pas, des choses comme ça. Ce qui a soulevé vraiment, c'était vraiment... c'est comme si les écailles tombaient dans nos yeux parce que tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui les finance et des choses comme ça. Mais aujourd'hui, Senko et CC ont échoué dans les sables. Je ne les vois pas avancer. Je ne les vois pas avancer. Tout à coup, j'entends, ils disent que non, nous avons besoin du président de la République. Kagame lui-même, il est devenu pratiquement fou parce que vraiment, la dernière sortie de Kagame, parce que depuis, il ne parlait plus. Depuis, il ne parlait pas. Il venait de parler 2 fois, mais là aussi, il ne parlait plus. Pas depuis cette histoire où il est allé parler de Go to Hell. Il était devenu fou. Il disait, nye, 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 go to hell, nye, 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 nye. Alors, depuis, il parle beaucoup, pas trop. Hein. Donc, Kagame est vraiment aussi réduit au silence. Et vraiment, ce qui illustre la réduction de Kagame au silence, ce Rwandais est complètement par terre. Déjà, quand vous réduisez le salaire des gens de 68%, il en reste que combien? 68%. Ou même les gens qui reçoivent $50, vous enlevez 8%, il en reste combien? Donc,
Même le Rwanda maintenant sente vraiment ce que Tshisekedi est là. Alors, je vous dis tout cela pour vous montrer que Tshisekedi a changé. Parce que j'ai l'impression que sa mission était peut-être de démystifier tout ce que nous on a connu comme hommes politiques, les gens qui recevaient du respect, les gens comme Senko, tous les opposants là, ils sont maintenant démystifiés, complètement démystifiés. Nous connaissons maintenant ce qu'ils sont. Il y a un mot là-bas à Kinshasa, que ce n'est pas un mot que j'aime bien utiliser. Hein? Ils sont mutakalisés. Mais maintenant au sens figuré, hein? Je parle là au sens figuré, complètement mutakalisés. Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi? Parce que quand tu regardes tous les politiciens congolais qui sont venus avant Félix Antoine Tshisekedi, regardez-les, étudiez leur CV. Ils vont te donner un long CV comme ça. J'ai fait telle chose, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Mais quand tu commences à leur demander, montrez-nous les résultats de qu'est-ce que vous avez fait, quel est le résultat, où est le résultat, quel est le résultat de vos années d'expérience, de ministre de tel, quel est le résultat? Qu'est-ce que vous avez fait du Congo? Là, ça commence vraiment les gens commencent vraiment ils ont les licocomas. Ils commencent, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut dire. Ah non, vous savez, ah non, vous savez, ah non, vous savez. J'ai dit, mettez-les au défi. Même les vieux Kengo qui est actuellement là, demandez, les vieux Kengo, il a un CV comme ça, hein, demandez-lui, mais Papa Kengo, qu'est-ce que vous avez fait de remarquable dans ce pays? Où on peut dire vraiment, ça c'est Kengo qui a fait. Alors, il ne faut pas qu'on aille plus loin que Kengo. Prenez M. Kamere, qui se réjouit quand quelqu'un, qui se réjouit, c'est là où vous voyez la bassesse. Il se réjouit devant tout le monde que non, à cause de Mutambala. Oh, il doit démissionner, tout ça. Mais demandez lui, ah, vous êtes professeur, vous avez une très grande expérience, vous avez écrit des livres. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Congo aujourd'hui pour dire, oh, regarde, ça c'est Kagame ça c'est pas Kagame, ça c'est Kamere qui a fait. Il n'y a rien. Je ne sais pas, cette culture de résultats, il n'y en a pas dans notre pays. Il n'y en a pas. Je suis en train de vous expliquer quelque chose qui, je veux que vous compreniez pourquoi Tshisekedi est en train de changer. Il est en train de changer parce que lui aussi doit faire très attention. Parce qu'un jour, si cette histoire de deal, cette histoire de, comment ça s'appelle, de paix, parce que ce sont pour moi les deux choses les plus importantes pour lui, pour qu'il entre dans l'histoire. Et après cela, s'il y a encore 3 ans, il fait quelque chose, on peut encore toujours en parler. Parce que dans ces pays où je suis, il y a par exemple Konrad Adenauer. Vous avez entendu parler de Konrad Adenauer, non? C'est lui qui a transformé complètement l'Allemagne avec un des ministres des Affaires de Finances. 2 personnes. Et puis, ça c'est du côté de la CDU, de la droite. Du côté de la gauche, vous avez entendu parler toujours de Willy Brandt. Willy Brandt, c'est lui qui a changé l'histoire de ce pays. En France, vous avez les Mitterrand, vous avez par exemple De Gaulle et des choses comme ça. Vous avez les Churchill, des choses. Vous avez... Mais là-bas chez nous, demande à Kamere, demande à Katumbi. Je venais même d'apprendre qu'il était 9 ans gouverneur du Katanga, Katumbi. Qu'est-ce que tu as fait au Katanga qui montre vraiment que Katumbi était là-bas gouverneur pendant 9 ans? Maintenant, Pramatata Pogno, tu as été ministre de la Finance 4 ans. Tu as été Premier ministre. Qu'est-ce que tu as fait? Comprenez donc cette culture des résultats. Tshisekedi est en train de démystifier tous ces gens. Ce sont des gens tellement qui nous mettaient de la poudre aux yeux. Oh, voilà tel. Mais quand tu leur demandes, non, montre-nous tes réalisations, il n'y a rien. Kamere, c'est tout Kamere là. Montre-nous ce que tu as fait. Oh, c'est pourquoi ça m'étonne. Nos professeurs d'université, c'est de la mauvaise qualité, comme certaines personnes disent.
Tu vas là-bas à l'université, tu as été très longtemps. Qu'est-ce que tu vas apprendre aux gens là-bas? À part voler, peut-être. Hmm? Alors, Tshisekedi est en train de démystifier. Alors, non pas seulement il est en train de démystifier, j'ai l'impression qu'il commence à déboulonner. C'est ce que je voulais. C'est pourquoi il passe maintenant de l'état là de agneau à l'état de déboulonner. C'est mon impression. Je ne sais pas. Peut-être je me trompe. Laisse-moi voir. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas, parce qu'il y a ce procureur général de la République qui est en train de demander à ce qu'on enlève les immunités de Moutamba. Je me pose la question, qu'est-ce que lui, il a fait pour le Congo, les messieurs-là, si c'est Vendée ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est là où cette histoire, nous les gens vous savez, nous les gens parce que maintenant, par exemple, il y a Kabila. Je ne veux pas gaspiller mon temps avec enlever les immunités de Kabila. Pour moi, c'est quelqu'un qui appartient à la prison. Matata, pour moi, c'est quelqu'un qui appartient à la prison. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique. Je n'ai même pas à discuter là-dessus. Parce que quand tu regardes les pays, quand tu regardes leur gestion, tu sais que ce sont des voleurs. Alors, je ne vois même pas pourquoi on doit tergiverser, prendre beaucoup de temps pour enlever les immunités ou même pour condamner Matata. Maintenant, moi, plutôt, il y a les gens toujours qui viennent, quand on les a condamnés, quand on enlève les immunités, et viennent toujours avec des déclarations. Nous, les ressortissants de... par exemple, après les élections, là, vous vous souvenez, hein, quand Félix a gagné, il y avait le ministre Mwando Simba qui disait quelque chose, bafa, boafa, bacha, la bafa, boafa. Bafa, bafa, bacha, la bafa, bafa, bacha, la bacha. Il y avait même cette femme-là, la princesse Moulongo, qui était aussi toujours un peu contre les Kassaïens, contre les Balouba. Je le vois maintenant dans les bureaux de l'Assemblée nationale. Elle est maintenant calme. Elle est calme là-bas. Elle vient de l'opposition, mais elle est calme là-bas. Je me souviens que les gens ne voulaient pas à cause de ces déclarations incendiaires et des choses comme ça. Moi, je pense, pour ces choses, pour ces gens-là, il faut les fouetter sérieusement. Je ne sais pas, c'est là où je pense que Tshisekedi doit devenir un lion. Il faut fouetter ces gens-là sérieusement. Vraiment, vous venez avec des déclarations comme ça. On vous prend, on vous fouette sérieusement. On vous fouette sérieusement. Et c'est là où les gens, il y aura du respect. Tu ne peux pas venir vraiment emmerder les gens avec des déclarations. Nous, vous êtes qui? On vous fouette sérieusement, on vous fouette au ventre, on vous fouette dans les fesses. Je ne sais pas, on vous fouette sérieusement. D'ailleurs, moi-même, il y a une punition que ma maman m'a donnée comme ça quand je suis... Vraiment, on prend les pili-pili, là, on mélange, on vous met au soleil. Je vous assure, les gens vont changer. Quelqu'un vole 2 millions, 280 millions, vous venez avec nous, les ressortissants. Fouettez ces gens-là sérieusement. Alors, mais j'ai l'impression vraiment que Tshisekedi est en train de changer. Vraiment, il est dans un autre mode. Depuis que Goma est tombé, depuis que Bukavu est tombé, depuis qu'il a, il a vraiment... il n'est pas mort par les attentats contre lui ont échoué, je voulais dire. Hein. Depuis tout ce temps-là, c'est vraiment un autre Tshisekedi, je suis en train de voir. Il devient dur par rapport à certaines choses, dur par rapport à nos gens comme comment ça s'appelle, les Matata, les Kabila. J'ai l'impression même à l'égard de la Senko, il est devenu dur à l'égard de la Senko. Hier, j'étais en train de suivre une cérémonie là avec une Française qui était le chef de l'Agence française du développement qui disait à Lingala, Oza motomalamu, il faut tika motomalamu, quelque chose comme ça. Moi, je pense que c'est ça que le président, dans son essence, vraiment dans son essence de personne, dans sa nature de personne, c'est quelqu'un de bien.
Mais tu ne peux pas gérer les pays, notre pays, un pays comme le Congo, avec des carnassiers de tout genre. Tu jouais vraiment seulement en étant motomalam. Ça ne va pas marcher. Tu dois être de mauvaises personnes pour certaines personnes. Ça ne peut pas marcher. Surtout, par exemple, pour les voleurs. Surtout pour nous, les ressortissants, les gens qui viennent pour s'aimer les tribalismes, les bafouas, tout ça. Arrêtez-les. Tapez-les sérieusement. Moi-même, comme je suis là, je suis un chrétien vraiment profond. Mais quand il s'agit de choses comme ça, il faut mettre l'ordre. Il faut les fouetter. Il faut que Tshisekedi change. J'ai l'impression qu'il a changé parce qu'il y a les Kabila, les Katumbi. Maintenant qu'on a enlevé les immunités des Kabila là, et que Matata Ponyo a été condamné, même s'il a fui, avec les condamnations qu'on a fait des Nang et tout ça, je vous assure, il y a la peur, même du côté de l'opposition. Il y a la peur. Je pense que même là-bas, à Goma, comment il s'appelle, chez Nanga, même là-bas au Rwanda, même à Kinshasa, là, les gens commencent à se dire, oh, si je ne fais pas attention, je serai les prochains. Je vais devenir aussi, je serai aussi arrêté. Ou je serai condamné. Alors, il y a la peur quelque part. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce qu'un lion fait peur. Alors, si on est toujours avec l'agneau, les gens, oh, l'agneau, c'est faible. L'agneau, c'est quelqu'un qui ne parle pas. L'agneau, c'est quelqu'un de bon. L'agneau, c'est quelqu'un d'impur. L'agneau, c'est quelqu'un de, comment on dit, de démutique. Démutique. C'est un homme, moi, je ne sais pas français. Démutique. Quelqu'un de humble. Alors, tout ça, oui, ça c'est bien. Il y a des moments où il faut être humble, il faut être pur, il faut rien dire, il faut être un agneau, mais à d'autres moments, il faut être un lion, il faut être un léopard. Et c'est ce qui amène la peur, c'est ce qui amène le respect. Parce que je vous assure, quand vous voyez un tigre là, vous avez du respect. Hein? Alors, je crois les Kabila, les Katumbi, Senko, ECC, même les opposants, même les rebelles au Tshisekedi, même ils savent maintenant on ne peut pas jouer avec Tshisekedi. Nous avons tenté, on n'a pas réussi. Il est en train de se venger. Alors ça, c'est quelque chose de bien. Alors je pense que Tshisekedi est en train vraiment de passer de mode agneau à mode lion. Et ça, c'est super. C'est comme ça. Il faut envoyer la peur. Encore une fois, les gens avec les déclarations là, nous ressortissant d'eux, pour venir vraiment, oh, les bafa, comment ça s'explique cette histoire-là? Les bafa, bachala. Si je te récupère, bafa, si je te récupère, tu vas recevoir des fouets sérieux, je te dis. Les gens qui n'ont rien fait pour ce pays-là, les gens qui ont mis ce pays dans l'état où il est, et vous venez les bafa. Il y a ma maman qui me disait toujours, je vais te couper la langue. Comme ça, tu ne vas plus faire les bafa là. Et regarde l'état où le pays est. Et puis les gens viennent toujours bafa, bachala. Oh, nous ressortissants de... Alors, c'est là où je trouve que ce qui s'est passé à chose en Tanzanie est une bonne chose. On a arrêté ces messieurs-là pour trahison, l'opposant là-bas pour trahison, et les gens sont venus encore pour faire des démonstrations, les activistes et tout là, prenez-les, expulsez ou fouettez-les sérieusement, et puis il y a quand même du respect. Alors, personnellement, je pense que le président Tshisekedi est peut-être dans la mode lion. Alors, il commence à faire peur parce que cette histoire de Kabila, cette histoire de Katumbi, cette histoire de Matata, et même l'histoire de Constant Mutamba,
C'est vraiment, cette histoire est en train d'envoyer un message clair. Le temps de la récréation est fini. Si vous continuez comme ça, il y en a qui vont aller en prison. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Pardonnez-moi. Ça, c'est une très bonne chose. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait au cœur. J'ai l'impression que le président est en train de passer de mode agneau à mode lion pour envoyer vraiment un message de peur, un message de peur partout là-bas, que les gens comprennent que non, c'est vraiment ça, ce n'est pas une poulailler où tout le monde peut faire ce qu'il veut, ce qu'il peut dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ok. Alors, j'étais en train aussi de dire que le président, je ne sais pas si c'était la chance ou c'est la volonté de Dieu pour lui. Parce que j'insiste, moi je ne crois pas à vos histoires de démocratie, que le président ait gagné les élections ou pas, c'est un problème. Hein, parce que c'est Dieu qui met les gens là au pouvoir. Dieu veut à ce moment ici, pardonnez-moi, que Tshisekedi soit le président de la République. Alors, c'est Dieu qui est avec lui là. Toi, si tu ne veux pas accepter cela, c'est ton problème. Oh, il a volé les élections. C'est ton problème. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais dire? C'est Dieu qui a permis qu'il vole les élections. Où est le problème? Alors, je pense, mais il y a des choses qui prouvent que Dieu est avec Tshisekedi. Je vais vous faire voir cela tout à l'heure. Alors, vous savez, dernièrement, là, il y a la CIA qui est venue avec un rapport sur la menace sur les États-Unis. Alors, ils sont venus avec un rapport qui montre que la Chine devient la menace principale des États-Unis. Donc, la menace sur la sécurité directe des États-Unis. Alors, ces rapports-là disent que Pékin veut mettre fin à la domination américaine dans tous les domaines économiques, technologiques, diplomatiques et militaires, et même géopolitique, espionnage, et même au niveau de l'influence. Et même au niveau de l'influence. Donc, dans tout le Bénin, ils ont fixé même une date, je pense, d'ici 2030. Ils doivent dépasser les États-Unis. Alors, pour cette raison, la Chine devient la priorité absolue en matière de sécurité pour les États-Unis. Alors, je voulais juste vous donner seulement une image des rapports de force entre les États-Unis, parce que la Chine dit d'ici 2030, ils doivent dépasser les États-Unis au niveau militaire, au niveau économique et à tous les moments. Donc, nous connaissons qu'il y a une guerre économique entre les États-Unis et la Chine, une guerre où les États-Unis restent toujours la première puissance économique, mais on constate que depuis que Trump est là, les choses là ne sont pas très claires. On va analyser ça un autre jour. Mais je vous donne une comparaison. Les budgets, les rapports de force au niveau de la défense, les dépenses des Chinois, le budget de la Chine, de la défense, c'est 235 milliards. Le budget des États-Unis, c'est 968 milliards. C'est presque 1000 milliards. Les soldats de la Chine, c'est 2 millions. Les soldats de l'USA, des États-Unis, c'est 1 400 000. OK. Le navire, les Chinois ont 370 navires et les États-Unis ont 927 navires. Alors, le sous-marin, les Chinois en ont 12, peut-être 14, et puis les États-Unis en ont 67. Les porte-avions, la Chine en a 3, les États-Unis en a 11. Les avions de combat et de chasse, la Chine en a 1700, les États-Unis en ont 2800. Alors, pour protéger les États-Unis et leurs bases militaires
Non pas seulement les États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais été attaqués parce que les États-Unis sont entourés de beaucoup d'océans. Hein. Je ne sais pas, les États-Unis n'ont jamais été attaqués, mais les États-Unis, si on veut attaquer les États-Unis, on doit envoyer des missiles intercontinentaux. Mais on sait aussi atteindre les bases militaires qui sont partout. Par exemple, en Corée, par exemple, à Philippines, par exemple, en Corée, par exemple, à Guam. Hein? Alors, ce sont ces bases militaires-là. Alors, c'est pour cette raison, les États-Unis sont en train de construire ce qu'ils appellent là-bas les dômes de fer ou un bouclier antimissile qui devient, selon la Chine, une provocation parce que si les États-Unis développent, les Chinois aussi doivent encore développer d'autres armes pour briser les dômes de fer que les États-Unis veulent installer. Ces dômes de fer dans sa production, jusqu'à peut-être, c'est un projet qui existe depuis longtemps. C'est un projet que même Obama a essayé, même Reagan a essayé, Bush père, Bush fils, Obama a essayé et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait 175 milliards pour produire ces projets-là, mais Trump l'a élevé à 500 milliards et Trump a dit le jour là, oui, avec Ramaphosa, que Elon Musk était là-bas au bureau ovale pour parler de ces dômes ou de ces boucliers, ces dômes de fer ou ces boucliers anti-missiles. Ça veut dire que c'est Elon Musk qui doit développer cela parce qu'Elon Musk travaille aussi ensemble avec le Pentagone. Sans que j'ai réfléchi là-dessus, et ça c'est ma prédiction, elle est stupide. Cette prédiction-là, elle est stupide à cause de la proximité. Parce qu'Elon Musk a maintenant un peu de problèmes dans ses affaires. Et à cause de la proximité de Trump avec Elon Musk, et qu'Elon Musk doit commencer à développer cette histoire de missiles anti-missiles ou de ces dômes de fer avec un grand budget de 500 milliards, je pense qu'il y aura un scandale financier. Alors, je pense qu'ils vont finir dans un grand scandale de détournement qui va ruiner l'empire d'Elon Musk, l'empire économique qu'Elon Musk a construit, surtout si les démocrates reviennent au pouvoir dans 2 ans. N'oubliez pas, Elon Musk était d'abord un démocrate qui est devenu un soutien de Donald Trump. Et les démocrates ont vraiment une haine viscérale à l'égard d'Elon Musk. Alors, voyons voir. Ça, c'est ma prédiction stupide. Elle est stupide. Mais je m'imagine qu'il y aura des problèmes. Alors, non pas seulement il y a la guerre commerciale, comme je viens de dire, entre la Chine et les États-Unis. Je suis tout simplement en train de vous montrer combien le président de la République, non pas seulement il a de la chance, ou c'est les concours de circonstances, c'est pourquoi je dis les concours de circonstances dans les choses de Dieu, c'est que c'est Dieu qui est en train de faire les choses. C'est une façon de parler de Dieu, d'amener, de faire, de concourir les circonstances pour que ça travaille à ta faveur. Alors, non pas seulement il y a la guerre commerciale, mais il y a maintenant vraiment, on dit qu'il y a des réels risques d'une confrontation militaire entre les États-Unis et la Chine à cause de Taïwan. Qu'est-ce qu'il y a à Taïwan? Pourquoi Taïwan est si important pour la Chine et pourquoi Taïwan est si important pour les États-Unis? D'abord, c'est la politique étrangère de Chine de réunir tout ce qui est chinois. Ça a commencé avec Macao, après c'est venu Hong Kong. Après Hong Kong, maintenant, la seule partie de la Chine qui reste, que les Chinois disent c'est leur pays et qui doivent récupérer, c'est Taïwan. Mais qu'est-ce qui est produit à Taïwan? À Taïwan, il y a une technologie que les États-Unis veulent avoir. Alors, à Taïwan, Taïwan possède 60% des semi-conducteurs. Alors, les semi-conducteurs, il faut Google, non? Les semi-conducteurs, c'est dans l'électronique. Tout ce qui est dans l'électronique, il y a des semi-conducteurs. Et puis, 60% sont produits
à Taïwan. 90% des puces électroniques sont produites aussi en Taïwan. Je sais que les Allemands commencent à produire un peu ici. L'Union européenne veut produire pour réduire la dépendance de Taïwan parce que tous ont peur qu'une fois si la Chine tombe sur Taïwan, beaucoup d'industries seront arrêtées ici en Europe parce que dans beaucoup d'industries, il faut qu'il y ait des semi-conducteurs et il faut qu'il y ait de puces électroniques, ces puces électroniques plus avancées là-bas aux États-Unis. Je pense que c'est Obama qui a commencé avec ça. Et puis Biden a continué. Ils ont construit quelques unes là-bas en Arizona pour produire ces semi-conducteurs et ces puces électroniques. Donc, les États-Unis veulent absolument empêcher que la Chine mette ses mains sur ces semi-conducteurs et ces puces électroniques très avancées. Alors, c'est là où le rôle de la République démocratique du Congo c'est là où la République démocratique du Congo, comme Taïwan, devient incontournable. C'est pourquoi les États-Unis veulent à tout niveau, par tous les moyens défendre Taïwan. Et c'est la même chose avec nous. Parce que pour construire les armes là, sophistiquées, les États-Unis ont besoin des minerais critiques. Les États-Unis ont besoin des minerais critiques. C'est pourquoi Trump disait hier à l'Oval Office, en Afrique, là, vos terres ont des valeurs formidables. Les terres qui ont les valeurs formidables en Afrique, il y a la République démocratique du Congo, il y a un peu de manganèse peut-être en Afrique du Sud, et je ne sais pas quoi, mais au Congo, il y a tout. Donc, le Congo devient incontournable. C'est dans notre terre qu'il y a des métaux qui entrent dans la fabrication des armes sophistiquées comme des missiles, comme des fusées. Alors, Trump ne peut pas laisser la RDC aux Chinois. Voilà ce que je voulais dire. Trump ne peut pas laisser la RDC aux Chinois. Et si Trump ne peut pas laisser la RDC aux Chinois, ça veut dire que les États-Unis vont tout faire pour qu'ils mettent la main sur les minerais stratégiques dont ils ont besoin pour développer leurs dômes de fer ou pour développer les armes sophistiquées dont ils ont besoin pour rester la première puissance mondiale par rapport à la Chine. Voilà ma théorie. D'ailleurs, Boulos Massad, ça je paraphrase parce que je devais lire l'article de cet article, c'est dans Bloomberg. Alors, je ne l'ai pas cherché, mais je suis en train de paraphraser ce qu'il lui avait dit. Je paraphrase alors. Nous venons ici en République du Congo pour que les peuples congolais, mais aussi les peuples d'Afrique, réalisent que nous sommes meilleurs que les Chinois. Ça veut dire qu'il y aura une concurrence au niveau de l'Afrique. C'est pour cette raison que la République démocratique du Congo devient incontournable. Maintenant, j'ai une question pour nous. Qu'est-ce qui va se passer si maintenant on signe les accords, soit les deals, soit les accords de paix, et les M23 ou le Rwanda ne veut pas quitter la République démocratique du Congo? Vous devez me répondre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, cette partie, il faut peut-être couper et envoyer à Nanga. Alors, si le Rwanda ne veut pas quitter le Congo, la solution, il continue à dire non, nous voulons toujours... Pardonnez-moi. Nous voulons toujours des solutions africaines aux problèmes africains, des choses comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je pense qu'il y aura des sanctions contraignantes contre Kagame qui vont venir des États-Unis. Ça, il n'y a pas, les États-Unis ne vont pas blaguer. Il n'y a personne qui va vraiment entraver la lutte des États-Unis contre la Chine, là-bas, en République démocratique du Congo. Il faut remarquer d'abord que même dans le Sénat américain, même dans les congrès américains, s'il y a quelque chose qui met les démocrates et les républicains, même les indépendants d'accord, c'est qu'il faut faire quelque chose contre la Chine. Et tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pour cette raison que la République démocratique du Congo devient très intéressante pour
pour les Américains. Ce n'est pas pour rien qu'on commence à tout le temps, même au vol, puisse parler de la République démocratique du Congo. Ce que Trump a dit là, c'est la vérité. Ce sont des terres qui ont beaucoup de valeurs, qui ont beaucoup de minéraux. Alors, on ne peut pas laisser un État où on estime sa richesse à 24 trillions entre les mains de la Chine. C'est impossible. Alors, vous comprenez que si les M23, le Rwanda et même l'Ouganda et tout ça, si vraiment ils ne s'exécutent pas, les États-Unis vont passer à la vitesse supérieure avec des sanctions. Mais non pas seulement ça. Il y aura pression pour que les Nations Unies rendent la résolution, comment elle s'appelle, c'était 2773, contraignante contre le Rwanda. Mais il y a aussi l'arrivée des Black Waters, ou ce qu'on appelle aujourd'hui de l'Académie. Alors, s'ils arrivent, comment ça va se passer avec nos amis les M23? Alors, je vais voir nos amis M23 en train de combattre les Black Waters. Je vais voir comment ils seront en train de combattre les Black Waters. Hein? Je veux voir vraiment Nanga, Makenga contre les Black Waters, les Navy Seals, là-bas à Goma, comment ils sont en train de combattre les Willy Ngoma. Oh, regarde comment on a libéré. Ah, ce sont des mercenaires. On va voir. Vous allez tous détaler, je vous dis. Quand les Black Waters vont venir, vous allez tous détaler. Attendez, on va voir. On n'attend même pas les Black Waters, parce qu'il y aura une coopération militaire entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que dans le passé, ce n'était pas le Rwanda qui coopérait avec les États-Unis au niveau militaire, c'était la République démocratique du Congo. Donc nous sommes en train de reprendre ce leadership. Il faut boire quelque chose. Ça va sentir le raisin. Je ne sais pas si ça se dit. Mais ça va ça va sentir là-bas. Willy Ngoma, il faut attendre. Makenga, il faut attendre. Il faut attendre les Black Waters, il faut attendre les FARDC. Ils sont en train d'arriver. Vous allez détaler. On va vous cueillir comme des... Comment on va vous cueillir comme des mbinzo, on va vous cueillir comme des champignons. D'ailleurs, si on a maintenant Starlink, ou bien on a maintenant des images satellites, hein, une coopération militaire, une coopération sécuritaire, une coopération de, comment on dit, les Geheimdienst. Des services secrets et qu'on partage les images satellitaires et tout ça. Les FARDC n'ont pas besoin d'attendre les Black Waters. S'ils ont des images satellitaires et tout ça, ils vont venir vous cueillir. Alors préparez-vous. Vous comprenez? Préparez-vous les choses. C'est comme les Ivoiriens disent, c'est gâté. Les Ivoiriens disent, c'est gâté. Alors, votre place sera soit à Makala, soit à la CPI. C'est ce qui vous attend. Soit à Makala, soit à CPI. Vous comprenez? Willy Ngoma, tu vas nous toujours... En tout cas, ma plus grande joie, je ne sais pas, c'est peut-être par là que je devais commencer, mais ma plus grande joie, c'est quand je vais voir Willy Ngoma, Makenga, Nanga, l'autre là comme Bissimo, Makenga, Kanyika, même les 6 seulement devant la barre. En tout cas, ça, je ne sais même pas. Ce jour-là, wow. Oh, Makenga, c'est ça que moi je suis en train d'attendre. En tout cas, avec vous, il n'y a pas de... Votre situation n'est pas finie avec nous. Même si on vous amnistie, je ne sais pas quoi, ce n'est pas fini avec nous. Votre situation est très grave. Alors dites-moi comment vous allez fêter. Comment vous allez fêter quand vraiment on va signer les accords là, de paix, les deals. Hein, quand on va signer les accords de paix, on signe le deal. Comment tu vas fêter?
Comment, oh, il faut me dire ça dans les commentaires, je vous en prie. Moi, de toute façon, je vais faire quelque chose, hein, je ne vous le dis pas, parce que sinon vous allez dire, oh, comment c'est possible, et toi tu es chrétien, tu fais. Non, moi je vais faire, je vais boire quelque chose. Hein. Ce jour-là, je vais préparer, appeler les amis, boire quelque chose, une grande fête. Et les jours où je vais voir Makeng et tout ça, encore grande fête. Et je vais filmer tout ça, vous montrer comment on sera en train vraiment de boire et de danser et de louer Dieu parce que l'accord de paix est signé, parce que le deal est signé, parce que les Makeng et consorts sont devant la CPI ou devant là-bas chez nous à Makala. Il ne faut pas fuir Makenga. Vous êtes des hommes, non? C'est comme les Ivoiriens disent, si tu es homme, il ne faut pas fuir. Il faut nous attendre. Ok. Non, d'ailleurs, je voulais parler des Ramaphosa et tout ça. J'arrête ici. J'arrête ici. Tout ça, si j'ai parlé, cette je voulais parler des Ramaphosa. Je le déchire même. Ça ne vaut plus la peine. Parce que là, je suis excité. Je suis dans l'espoir de voir ces gens-là devant un juge, soit CPI, soit Makala. Je suis très excité. Il faut boire encore quelque chose. Il faut dire à ces gens-là, les choses, Tshisekedi est passé du mode agneau, où vous croyez, ah c'est un faible, parce qu'il est gentil, c'est un faible. Il est devenu un lion. Il est devenu un carnassier. Ok, très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse.